question théorique sur les mesures alternatives à la détention, réponse pratique venant de Abdallah Ounir, ancien membre et expert du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, professeur au Maroc. Bonjour Abdallah. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Heureux de te revoir. Merci pour ta disponibilité aussi. Abdallah, comme tu sais, cette discussion sur les mesures alternatives pose plusieurs questions. Une de ces questions est, à mon avis, quelles sont les garanties qui sont nécessaires à adopter pour protéger les droits des personnes condamnées, donc des personnes privées de liberté? Alors, évidemment, la question est très claire. Nous parlons de personnes qui viennent d'être condamnées. Donc, je ne parlerai pas de ce qui se passe en amont concernant les procès, les droits à la défense, le procès équitable, l'individualisation, les règles de procédure en général. Donc, nous parlons des personnes qui viennent d'être condamnées. Ces personnes, encore une fois, sont des personnes condamnées qui sont dans une situation de violation de la loi, mais ce ne sont pas des personnes qu'on doit déposséder de leur dignité d'être humain. Par conséquent, cette dignité est garantie par un certain nombre de règles qui sont adoptées à la fois sur le plan international, mais aussi sur le plan national. Beaucoup de législations ont évidemment adopté ces dispositions et certaines ne le sont pas. Et c'est le rôle notamment des Nations Unies, du Haut Commissariat aux droits de l'homme et plus particulièrement du sous-comité pour la prévention de la torture, qui, comme tu le sais, a pour mission principale de visiter les lieux de privation de liberté. Et donc, on s'assure des points suivants. Donc, je vais essayer de les catégoriser de manière à ce que tes auditeurs puissent comprendre de quoi je parle. Alors, tout d'abord, il y a des garanties qui se retrouvent, qui sont, j'allais dire, un peu théoriques et que les visiteurs, les membres du SPT doivent vérifier et voir s'ils sont respectés au sein de la prison au moment de la privation de liberté. La première obligation qui pèse sur l'État, c'est d'informer de manière constante les personnes détenues de leurs droits et leur donner la possibilité de poser des questions, notamment sur ce qu'elles comprennent pas concernant les règles de fonctionnement de la prison et les règles générales, évidemment, qu'ils doivent respecter au sein de la prison. Deuxièmement, ils doivent avoir accès à un avocat, le cas échéant, s'il y a besoin de se défendre pour pouvoir communiquer d'une manière officielle aussi et pour pouvoir se plaindre s'il y a lieu de la situation, de leur situation au sein de la prison. Donc ça, c'est le droit, c'est en fait le droit de se plaindre, le droit de plainte, mais aussi le droit de pouvoir communiquer avec son avocat relativement à ces questions. De la même manière, évidemment, concernant ces garanties judiciaires, il y a un droit, évidemment, qui est celui du contrôle juridictionnel de l'exécution des peines, en ce sens que les magistrats, ce qu'on appelle les juges d'application des peines, visitent régulièrement la prison et peuvent s'entretenir avec les détenus qui le demandent pour pouvoir éventuellement se plaindre relativement à la question aux conditions d'exécution de leur peine. Mais grosso modo, je rappelle les principes sur lesquels le SPT met l'accent en général. Premièrement, c'est le respect de la dignité humaine en prison. On fait très attention aux conditions matérielles de détention et on s'assure qu'il y a le minimum nécessaire de ce qu'on peut considérer comme des conditions décentes. L'hygiène, l'espace, l'alimentation, l'accès à l'eau, l'accès aux soins, etc., etc. Donc ça, c'est le gros morceau auquel on fait attention dès le départ, c'est les conditions matérielles. Et généralement, une prison est évaluée très rapidement selon ces conditions qui sont essentielles, qui permettent à ces personnes de vivre dignement. Encore une fois, je le rappelle, et tu le sais très bien, la privation de liberté, ça n'est pas la privation de la dignité. La privation de liberté doit rester une privation de liberté, ni plus ni moins. Deuxièmement, on s'assure aussi de la séparation des catégories des détenus. Ça, c'est un véritable problème. On ne doit pas mélanger les prévenus, les condamnés, les mineurs avec les adultes, les femmes avec les hommes, etc., etc., parce que c'est extrêmement dommageable pour notamment les populations qui sont fragiles. Donc, à des besoins différents, de solutions différentes. Absolument. Non, c'est-à-dire que on a des lieux différents, effectivement, avec des règles
des règles au sein de la prison qui sont différentes, bien entendu. Oui. De la même manière, on fait très attention à une question très importante que j'ai oubliée tout à l'heure par rapport à ces droits, qui est celui de la plainte, c'est la question des sanctions disciplinaires au sein de la prison. Donc, effectivement, il y a des règles disciplinaires à respecter. C'est pour ça que la direction de la prison doit faire l'effort d'informer les détenus sur leurs droits et les obligations qui sont au sein de la prison. D'ailleurs, on leur demande même d'afficher dans un grand poster sur les couloirs, là où les gens passent, les obligations et les sanctions qui sont prévues. Donc, en matière de sanctions, la direction de la prison n'a pas un pouvoir absolu au niveau des sanctions. Le pouvoir disciplinaire doit être limité, il doit être encadré par un certain nombre de règles, notamment, il faut qu'il y ait une commission qui traite de la question, il faut qu'il y ait un droit de recours de la personne, et surtout, il faut que les mesures, et certainement la question de l'isolement qui pose problème, soient limitées dans le temps et qu'elles soient soumises à un contrôle judiciaire et qu'elles doivent être effectuées dans des lieux qui respectent la dignité humaine. Et je peux vous assurer que, de par mon expérience, c'est malheureusement le point névralgique au sein des prisons, c'est la discipline. Parce que très souvent, on a tendance à pouvoir se venger d'un détenu qui un petit peu réclame ses droits, qui est récalcitrant, au lieu de le sanctionner d'une manière prévue par la loi. Voilà, donc ça c'est les conditions concernant les questions concernant évidemment, j'ai oublié la protection contre les violences. Quand on parle de la nécessité de ne pas mélanger les détenus entre eux, c'est pour éviter qu'il y ait évidemment des violences et des agressions sexuelles des majeurs contre les mineurs et des personnes qui ont une orientation sexuelle différente de ceux que de la majorité, etc., etc. Donc l'État et la direction de la prison est garante de l'intégrité physique et de la lutte contre la violence contre les détenus. Ça, c'est une obligation essentielle. Ensuite, il y a la question de la santé. C'est un point névralgique aussi. Dans beaucoup de pays, notamment quand je te l'avais dit avant le début de cet entretien, dans beaucoup de pays, notamment de Sud, où vous avez les citoyens ordinaires qui ont du mal avec les questions de santé, évidemment, qu'est-ce qu'on peut penser à la question de prison? Et ça ne dispense pas les États de faire l'effort nécessaire pour qu'il y ait un accès équivalent aux soins pour les détenus. Cet accès est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut prendre en charge les personnes qui souffrent d'addiction et de troubles psychiatriques. Malheureusement, nous avons constaté qu'on mélange très souvent les personnes qui sont consommatrices ou anciennes consommatrices de stupéfiants ou différentes substances, avec même des personnes aussi qui sont atteintes de troubles mentaux. Et ça, c'est la guéguerre qui existe entre les services de santé et la direction pénitentiaire, et le grand débat qui est celui de savoir est-ce que ces personnes doivent être emprisonnées ou en tout cas placées dans une prison parce qu'elles ont commis une infraction. Je ne parle pas des personnes qui sont juste consommatrices. Ça, c'est un autre débat. Moi, je parle des personnes qui sont consommatrices, qui ont commis de troubles, mais qui ont commis une infraction pénale. Donc ça, c'est un véritable problème et il faut prendre en considération cette situation de ne pas, premièrement, les mélanger et de prévoir des solutions qui sont complètement différentes. Et puis, il faut aussi un personnel médical qualifié et surtout indépendant. Ça, c'est un véritable problème. Vous savez que au niveau du SPT, on cherche toujours et on pose toujours des questions aux médecins en leur disant « mais comment vous procédez à la répertoriation des actes qu'on peut considérer comme des tortures au sein de prison ou des traitements cruels, inhumains et dégradants ?» Et très souvent, nous ressentons toujours une gêne parce que soit le médecin appartient au service pénitentiaire, auquel cas il est soumis aux règles, etc. Soit le médecin vient de l'extérieur et n'est pas très au fait généralement de ce qui se passe au sein de la prison. Donc la question des garanties de droit de la santé est une question fondamentale. De la même manière, donc, comme vous le savez, et ça on l'enseigne très souvent dans le droit pénitentiaire, il faut qu'il y ait des mesures concernant l'éducation au sein de la prison et la formation professionnelle, de manière à réinsérer les gens par l'éducation et par les études notamment. Et, dans la mesure du possible, faire accéder un droit au travail, je veux dire accéder au travail, et un travail rémunéré, et ce travail permet aussi, avec ces mesures de réinsertion, de pouvoir permettre à la personne de pouvoir ne pas tomber facilement dans la récidive. Et cela s'accompagne bien sûr par les mesures législatives concernant toutes ces mesures d'aménagement de peine
Parce que la loi pénale doit prévoir à la fois l'individualisation de la peine, mais aussi l'aménagement de la sanction pénale et, comme vous le savez, la libération conditionnelle, la semi-liberté, etc. Et c'est en relation avec les mesures alternatives aussi, hein. C'est très important parce que ça va dans le même sens. Et puis, là, je viens aux mécanismes institutionnels qui permettent de vérifier que les mesures qui existent sont appliquées et bien appliquées, ou de vérifier qu'il n'y a pas de mesures et pouvoir faire des recommandations à l'État. Et donc, de ce point de vue, nous avons des institutions nationales, c'est les INDH qui font ce travail, et au sein des INDH, vous avez des mécanismes nationaux de prévention de la torture, et sur le plan international, vous avez le SPT. Et le SPT, évidemment, a, comme je vous l'avais dit, pour finalité de faire ses visites, pour pouvoir faire des rapports et des recommandations et collecter le maximum de données. On n'attache pas beaucoup d'importance à la question des données et des statistiques, c'est une question extrêmement importante. Et mon ami et ancien collègue du SPT, Daniel Fink, qui est spécialiste et professeur statisticien et criminologue en même temps, nous explique d'une manière passionnante l'importance des chiffres et l'importance des statistiques pour pouvoir régler les choses, notamment concernant les conditions au sein des prisons. Et je n'oublierai pas, évidemment, que j'ai parlé tout à l'heure qu'il fallait séparer. Le SPT accorde une attention particulière aux personnes vulnérables. Les mineurs, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on interroge toujours à part les mineurs et on s'assure qu'ils ne sont pas mélangés avec les majeurs. Deuxièmement, les femmes, bien sûr, c'est très important. Troisièmement, les personnes en situation de handicap. On oublie très souvent que ces personnes ont des besoins spécifiques. Et si on examine, comme tu le sais, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, le fait de ne pas prévoir aux personnes handicapées d'accéder facilement aux douches ou de pouvoir circuler est un traitement cruel, inhumain et dégradant, clairement. Et puis, les étrangers. Il ne faut pas oublier les étrangers qui ont des besoins spécifiques, qui ont un problème de langue, qui ont un problème de religion, qui ont un problème, etc., etc. Donc ça, ce sont des catégories très importantes auxquelles il faut faire attention au sein de la détention. Donc, la prison ou la privation de liberté, malheureusement, on n'a pas trouvé pour le moment quelque chose pour la totalement remplacer. Mais on peut effectivement ne pas tomber dans cette tendance générale facile et qui suppose un réflexe qui est celui de condamner, de mettre en prison et d'oublier les personnes en prison. Et ça, c'est le véritable défi. On parlera donc dans une autre occasion. Un très grand merci Abdallah pour cette réponse claire, utile et pratique. Super.